Bonjour tout le monde, je suis content de vous retrouver après 2 semaines d'absence. Nous sommes le 25 juillet 2022. Alors il s'est pas passé énormément de choses pendant mon absence. Le marché a légèrement performé à la hausse puisque le Bitcoin est venu tout de même chercher les 24 600 dollars approximativement. On a un Crypto Fear and Greed qui est revenu sur les 30, on a touché les 34 sur le point le plus haut ici il y a 3 jours. Donc voilà, aujourd'hui on va aller voir un petit peu plus en détail tout ça, on va aller zoomer un petit peu sur cette partie du graphique du Bitcoin. Si jamais on met un petit Fibo de retracement, on observe que quand même ce mouvement baissier que l'on a connu ces derniers temps est assez propre puisque nous sommes revenus de façon très précise dans notre zone de rechargement entre les 28 000 et les 17 700. On a même touché de façon très précise avec cette mèche donc qui avait eu lieu, je me rappelle plus quelle date exactement, mais c'était la semaine du 13 juin, voilà cette mèche qui est venue chercher les 17 800 un petit peu en dessous pour venir toucher cet objectif des 78 c'est donc le bas de cette zone de rechargement. Effectivement on peut aller plus bas, on le sait, mais on peut pas nier le fait qu'on entre dans une zone intéressante pour faire du DCA, pour commencer réellement à investir pour les personnes qui souhaitent entrer dans le marché. Je pense qu'on est sur une période où c'est très intéressant de le faire. Tous ceux qui l'ont fait au préalable, effectivement, vous avez un portefeuille qui se trouve dans le rouge en ce moment. Mais pour vous rassurer, on peut toujours évoquer le fait que la blockchain est en constante évolution, que les entreprises voient un intérêt à l'utiliser finalement dans leurs services internes, comme également dans l'idée de devoir rendre un peu plus transparent les choses, parce qu'on vit aujourd'hui dans un monde où effectivement la population ressent ce besoin de transparence, que ce soit à travers l'écologie, savoir un peu ce qui se passe, comment pourra se comporter la planète plus tard, ou que ce soit à travers finalement les aliments que l'on mange, que ce soit éco-responsable, qu'on sache quel type d'aliment et qu'est-ce que ça nous apporte. Voilà, alors qu'effectivement il n'y avait pas ce besoin et cette nécessité il y a encore 10, 15, 20 ans. Voilà, plus le temps passe et plus finalement on ressent ce besoin de transparence, même par rapport à nos données personnelles qui sont chez Facebook, chez Google finalement, on a l'impression finalement que nos données sont directement possédées par des entreprises centralisées. C'est même pas une impression, c'est la réalité, et qu'aujourd'hui on a ce besoin également de transparence dans ce domaine-là, alors qu'en 2010 on s'en fichait que Facebook possède nos données. Voilà, ce que je veux dire c'est que le monde évolue et change avec le temps, et cette nécessité d'intégrer la blockchain dans notre vie de tous les jours est selon moi très important, et c'est réellement en train de se développer de façon exponentielle, puisque par exemple le nombre de boulots ou de jobs qui concernent la blockchain, les smart contracts, voilà, le développement de la blockchain en France a augmenté de 400% en 2021, et ça sera probablement 1000% en 2022. C'est une affaire à suivre chaque année, c'est exponentiel. Voilà. Donc là où je voulais en venir, c'est que peu importe le prix où vous avez acheté du Bitcoin, si vous croyez réellement en cette technologie, eh bien, alors il n'y a pas que le Bitcoin, il y a aussi d'autres crypto-monnaies, c'est bien d'avoir un portefeuille diversifié, on en parle souvent sur la chaîne, on analyse également les altcoins, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui bien sûr, mais là où je voulais en venir, c'est que si vous croyez vraiment en la technologie, quand vous allez investir, vous allez être serein même lorsqu'il y a des chutes, puisque vous avez investi dans l'avenir de cette technologie, que ce soit sur 5 ans, 10 ans, 15 ans. Vous ne faites pas des trades sur un mois en essayant simplement de faire du bénéfice rapide. Et à ce moment-là, vous avez probablement plus de chances de gagner de l'argent ou de faire un bon investissement. Donc aujourd'hui, on revient sur on est sur un prix de 21 900. On va aller regarder, comme je disais, le Bitcoin. On va regarder également ensuite l'altcoin dominance. On va enchaîner avec quelques altcoins. On va aller voir ce qu'il se passe. On a une map assez mitigée. On a tout de même un Ether qui a vraiment performé ces derniers temps. Par exemple, il vaut 1500 dollars aujourd'hui, alors qu'il y a 2 semaines, il était en dessous des 1000 dollars. Donc oui, on a un Ether qui a quand même pris 50% en 2 semaines. Et je pense pas que beaucoup de personnes ont saisi cette opportunité d'acheter de l'Ether en dessous des 1000 dollars. Sauf peut-être ceux qui s'organisent des DCA et que toutes les semaines, voilà, ils achètent une certaine quantité de crypto bien définie, sans trop se poser de questions. Oui, il y a des gens qui ont pu probablement acheter de l'Ether en dessous de 1000 dollars, mais on va pas se mentir, c'était la panique. Le Crypto Fear and Greed était vraiment faible, aux alentours des 6, je crois, entre 6 et 10. Donc clairement, c'était plutôt une période où beaucoup de monde souhaitait vendre et non pas acheter, et ceux qui ont probablement profité de tout ça, et c'est comme d'habitude, ce sont des très gros portefeuilles qui ont empêché le prix de descendre vraiment trop bas, puisqu'ils rachetaient des Ethers sur ce prix qui était extrêmement intéressant en dessous des 1000 dollars. Je dis pas qu'on va pas aller plus bas, attention, peut-être que l'Ether, dans 2 mois, il se situera aux alentours des 700 dollars, c'est possible, mais en revanche, on a une barrière psychologique qui fait que on a des personnes qui sont là pour acheter du Bitcoin en dessous des 20 000 dollars, acheter de l'Ether en dessous des 1000 dollars, voilà la smart money qui est présente pour effectivement empêcher la continuation baissière du Bitcoin et de l'Ether, malgré les reventes très très importantes de ces derniers temps. Donc aujourd'hui, on va aller voir le Bitcoin, l'Ether, comme je le disais, l'altcoin dominance. Pensez à l'abonnement si le contenu de la chaîne vous plaît. Moi, je vous passe la petite introduction et je vous dis à tout de suite.
Allez, on débute avec le Bitcoin qui vit des cycles haussiers et des cycles baissiers depuis sa création en 2009. Donc rien de choquant à une perte de 70% de sa valeur en 3 mois. Ça arrivait à de nombreuses reprises, on le voit ici. Rien de choquant, rien d'illogique à tout ça. Et en plus, ça respecte les périodes de temporalité que l'on a connues précédemment. Donc voilà, tout ça c'est intéressant de le voir. On a une zone ici qui est une zone d'euphorie, une zone ici également d'euphorie. Là, la zone d'euphorie, on voit qu'elle a été moins prononcée cette fois-ci, mais elle est bien présente ici entre le mois de janvier 2021 et le mois de novembre 2021. Derrière, la chute s'est amorcée. Là, on revient sur des prix intéressants aujourd'hui. On sait que le Bitcoin a retracé, si on reprend tous les cycles précédents, à 85,4% des hausses qui ont eu lieu juste avant finalement les chutes. Et ça représentait par exemple sur le premier crash, donc le Bitcoin était passé de $2 à $1000, il est revenu chercher les 171. La fois d'après, on a touché les 19 000 dollars approximativement pour revenir chercher les 3200. Cette fois-ci, on vient chercher les 68 000 et on se demande où sera le bottom. Et on peut spéculer sur le fait que si on refait exactement le même travail que les 2 fois précédentes, regardez comme ceci, eh bien on observe que le niveau des 85,4 se situe aux alentours des 12 000. Donc oui, on pourrait aller plus bas. En revanche, on sait que le Bitcoin est moins volatile, que cette hausse a été moins importante que les précédentes, puisque voilà, avec le temps, il y a de plus d'argent, c'est de plus en plus capitalisé, eh bien, on a des performances de plus en plus écrasées, de plus en plus aplaties. Et donc, on peut également imaginer le fait que l'on ne revienne jamais chercher les 12 000, puisque la volatilité, si elle est moins importante à la hausse, on peut imaginer qu'elle le sera moins également à la baisse. Donc voilà, le prix actuel, le bottom des 17 900, pourquoi pas, c'est possible. Je ne dis pas que ça va être le cas, parce qu'on a d'autres éléments qui pourraient nous indiquer l'inverse, notamment tout ce qui est contrat dérivé. On va aller voir ça juste après. Mais avant, on va zoomer un peu sur le graphique du Bitcoin. On va aller voir un peu ici, donc je vais me mettre en daily. Donc c'est vrai que ça fait 14 jours que je n'ai pas fait de vidéo. Depuis la création de la chaîne, c'est la première fois finalement que je laisse passer autant de temps. Il se trouve que il s'est pas forcément passé grand chose, si quand même cette cassure à la hausse récemment, donc il y aurait eu des choses à dire bien sûr. Je suis parti en vacances pour être honnête et donc j'avais pas mon PC avec moi. Ici qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on revient chercher cette neckline, donc là il y a quand même quelque chose d'intéressant graphiquement en daily ici à constater sur le Bitcoin. Donc on va en parler, mais on va reprendre le contexte. Donc déjà on a ce rectangle que vous voyez ici, que je vais dessiner maintenant entre ces deux lignes qui représentent tout simplement, donc on va mettre ça par exemple en jaune, on va essayer de le rendre un peu moins opaque. Voilà, ça c'est la zone de rechargement de tout le bull run que l'on a connu précédemment. Je retourne en weekly pour vous montrer, histoire d'être vraiment précis pour ceux qui ne comprennent pas forcément de quoi je parle. Regardez, je reprends toute la hausse précédente, vous voyez, on a les 61,8, les 78,10, c'est une localisation très intéressante. Donc c'est ce rectangle jaune-ci. Donc voilà, on va zoomer là-dessus, je retourne sur mon journalier et on est là-dedans. Là, cette ligne, alors, du coup, je peux supprimer ces deux lignes là maintenant qui n'ont plus de sens, on a compris le principe. J'ai mis une ligne verte ici que je peux mettre en blanc par exemple. Voilà, ça c'est la neckline, c'est-à-dire qu'on a ici un Bitcoin qui établit une structure, donc c'est-à-dire que lorsqu'on chute en fait de façon générale ou lorsqu'on monte, qu'on a un marché qui va dans un sens ou dans l'autre, généralement on a des accélérations qui se produisent. Là c'était le cas. Donc clairement on ne sait pas jusqu'où ça va baisser, on voit que ça chute et on a envie de revendre à chaque fois que le Bitcoin passe des étapes, 23 000, 22 000, etc. Mais la meilleure chose à faire, et on le sait lorsqu'on investit, c'est d'attendre que le marché se stabilise pour prendre une décision et vraiment se poser et réfléchir. Et on voit que là ça y est, cette stabilisation a eu lieu quand même ici entre le 16 juin et maintenant on peut dire, et que donc là oui on a le temps de réfléchir, on peut se poser et voir ce que l'on fait. Mais ça dépend vraiment du contexte, de comment vous avez investi. Est-ce que vous avez hold sur toute cette chute et qu'aujourd'hui vous attendez une remontée pour revendre? Est-ce que vous êtes en positif, en négatif? Tout ça ce sont des éléments à prendre en compte pour prendre nos décisions, bien entendu. Moi je parle simplement du graphique et je vous montre un peu les différents scénarios qui pourraient se produire en vous parlant de support, de résistance et des niveaux que l'on pourrait franchir à la hausse, sur lesquels le Bitcoin pourrait résister avant de retourner et de se retourner, tout simplement, ou à la baisse, les niveaux sur lesquels on pourrait rebondir réellement, puisque voilà, ça serait des niveaux de support pertinents. Mais il n'y a pas de science exacte, on fait simplement ici de l'analyse graphique. Là on voit qu'on a une information qui nous est donnée, qui nous dit voilà, peut-être que nous sommes prêts à performer désormais. Nous avons un range qui était établi ici, regardez, je vais me mettre en droite, j'aime bien regarder les niveaux de clôture. On a un range puisque là ce sommet là et ce sommet là, ce sont les mêmes. Je vais essayer de revenir en arrière, je vais supprimer, je vais mettre
ça en ligne, voilà. On voit que ce sont les niveaux similaires, quasiment. On a clôturé légèrement au-dessus, mais c'est vraiment très faible. Donc là, on avait vraiment un range qui était établi entre ces deux bornes, on va dire. Et on voit que ce range a été cassé ici, le 18 juillet, puisqu'on est venu chercher un niveau plus haut, et nous sommes sortis finalement de cette zone de travail. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on peut constater qu'on a un double W qui s'est produit avec une cassure à cet endroit-là, et qu'on est venu chercher un objectif haussier. Que représente cet objectif haussier? On va essayer de l'identifier ensemble. On va prendre tout simplement une ligne, comme ça, vous voyez, qui représente tout simplement notre range. Je peux le dupliquer, donc là je fais CTRL-C, CTRL-V, je le positionne à cet endroit-là, voilà, et on observe, on essaie de voir quels objectifs nous avons atteints. On voit qu'on s'est arrêté avant, en tout cas sur la clôture. En revanche, si j'enlève les clôtures et que je remets les bougies, voilà, regardez, c'est très propre, on voit qu'en fait on est venu chercher cet objectif des 100%. Donc c'est pas étonnant, on va dire, de voir un Bitcoin qui retrace après avoir touché les 24 000. Voilà, c'est pas étonnant. On aurait pu très bien le percer par le haut, et à ce moment-là, ça voudrait dire qu'on a quelque chose de beaucoup plus bullish que ce qu'on pouvait imaginer, mais voilà, ça n'a pas été le cas, on a bien résisté sur ce niveau des 100%. Voilà, on estime que ça représente 100%, on le duplique ici, voilà, et on touche les 100%. Ça pourrait être 120, ça pourrait être les 61,8 ou bien les 123,6, voilà, plusieurs objectifs sont possibles, mais les 100% sont généralement un des objectifs les plus pertinents, et là, ça s'est vérifié de cette façon. Pour essayer de voir où se situent les autres objectifs dont je viens de parler, on pourrait se mettre un Fibo de prolongation. Donc je me dis que ça fait 100% finalement, et je le duplique pile poil sur mon niveau de range, le haut de mon range, en tout cas sur la clôture. Et voilà, les 100% sont situés ici au 24 098, donc les 123,6 auraient été les 24 600, et ici les 61,8 par exemple, les 23 100 $. Voilà, on aurait pu s'arrêter au 61,8 et retracer. Voilà, on a des niveaux de Fibo, on a des niveaux de résistance qui se dessinent ici. Donc vous le voyez, ça c'est une aide à la prise de décision. On ne sait absolument pas ce que le Bitcoin va faire, mais on a des niveaux, on a des objectifs, on a une aide qui se profile grâce à ce genre d'analyse que l'on peut faire sur le marché. Donc voilà, c'est ce que je voulais évoquer ici. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que désormais, nous revenons chercher cette ligne-ci. Voilà, on n'y est pas encore, mais on va probablement venir la toucher. Ça représente la clôture ici du 7 juillet 2022, et également la neckline du W, et donc ça représente les 21 600 $. Maintenant qu'on est au 21 800, il est quand même fort probable qu'on revienne chercher ces 21 600. Peut-être même qu'on le perce légèrement, mais désormais on revient sur un niveau de support. On le constate ici directement, en tout cas en daily, sur un graphique qui représente des bougies journalières. Donc quelqu'un qui souhaiterait faire du trade, qui s'amuse à trader avec une toute petite partie de son capital pour s'amuser entre guillemets, eh bien effectivement là vous avez peut-être un joli trade à ouvrir pour essayer de jouer une future hausse, et qui sait peut-être même que l'on pourrait revenir sur le bas de ce précédent range ici qui se trouve ici aux alentours des 28 000. Là c'est un niveau de résistance très puissant également qui se situe un peu plus haut. Moi j'aime pas forcément faire du trading, je suis assez touché émotionnellement par les mouvements de marché et j'ai du mal à prendre des décisions éclairées. En tout cas je parle de trading court terme sur de l'intraday ou du trading hebdomadaire. Je priorise l'investissement long terme. Mais j'adore regarder ce qui se passe en court terme, même en daily ou en weekly, pour vraiment me préparer à ce qui pourrait se passer psychologiquement. Voir si on a une chute, et voilà, je suis préparé au fait que mon portefeuille peut perdre tant de pourcentage, puisque je l'ai vu sur le graphique, j'ai vu que ça pouvait arriver et qu'il y avait un fort niveau, par exemple, comme je le disais tout à l'heure, de support aux alentours des 12 000 $, sur le graphique très long terme que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, je me suis préparé à l'idée que ça peut arriver et qu'effectivement, mon portefeuille d'investissement crypto, je ne parle pas de mes stablecoins ou de mon fiat, que mes cryptos peuvent perdre 50% de leur valeur, clairement, si on a cette phase baissière qui nous amène aux 12 000 $ sur le Bitcoin. Et encore, il faut savoir qu'on est ici sur le Bitcoin, que les altcoins sont beaucoup plus volatiles, et qu'en fait, en fonction de la façon dont est diversifié votre portefeuille, si le Bitcoin revient aux 12 000 et que donc il perd 50% de sa valeur, eh bien il est probable qu'en fait votre portefeuille en perde 70, puisque vous avez des altcoins qui eux vont perdre beaucoup plus que le Bitcoin, on le sait. Donc c'est à prendre en compte, et il faut savoir que ça peut se produire de cette façon, il faut en être préparé, psychologiquement bien sûr. Je vais terminer avec le Bitcoin et donc les contrats dérivés. Ici, on a pareil, le graphique en journalier, c'est la même chose. On a le funding rate qui reste positif. Ça n'était pas le cas par exemple ici au mois de juin 2021. On avait un funding rate ultra négatif. L'open interest qui montait. Donc oui, là, il y a eu un retournement qui s'est produit assez rapidement. Mais on voit que c'était pas le même contexte. Beaucoup de gens étaient en train de shorter le marché ici. Pensaient que voilà, on allait aller sur des niveaux bien plus bas. Et le marché a fait l'inverse en allant chercher les 69 000 $. Sauf que là, c'est pas le même contexte. On a un open interest qui monte, on le voit. On a un funding rate qui reste positif malgré cette remontée, donc on pourrait s'attendre quand même à une purge sur le Bitcoin. Quand je vois ça, je me dis oui, il y a quand même une probabilité assez importante que l'on revienne chercher ces anciens points bas, au moins les retester, pour faire peur à tout le monde, et à ce moment-là, on verra si on vient liquider du monde ou pas. Peut-être qu'on peut même aller faire une mèche plus basse que le bottom actuel,
pour réellement faire peur et liquider tous ceux qui sont aujourd'hui à l'achat sur le Bitcoin et qui trade à l'achat. Voilà. Donc attention à ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut faire peur, notamment lorsqu'on voit un cryptofearing druid qui se retrouve sur les 30 déjà, on va dire entre guillemets déjà, alors que voilà, le Bitcoin a simplement touché les 24 000 et aujourd'hui se trouve sur les 22 000 $. Donc c'est quand même un niveau faible. On a un cryptofearing druid qui n'est plus dans l'extrême peur aujourd'hui, qui revient dans la peur tout simplement. Donc c'est une affaire à suivre, mais c'est à prendre en compte et on sait, hein, on a parlé beaucoup des niveaux là, donc sur le très court terme de résistance si jamais on a cette poursuite haussière, mais quels sont les niveaux de support, hein, on n'en a pas parlé, on peut essayer de regarder ça rapidement. On va regarder ça, donc on va faire pour le long terme et pour le court terme. Sur le court terme, le niveau de support vraiment qui semble le plus probable, c'est vraiment celui-là, hein, tout simplement. Voilà, sur le court terme, le niveau des 18 900 peut probablement faire office de support. Pourquoi ? Parce qu'on s'y est arrêté une fois, deux fois, trois fois, et qu'on pourrait y retourner tout simplement pour rebondir à nouveau dessus. Dans ce cas-là, on aurait un canal en expansion, c'est-à-dire qu'on vient élargir notre canal de range pour, pourquoi pas, continuer sur une poursuite haussière si on le casse par le haut, ou une poursuite baissière si on le casse par le bas. Donc ça, sur le court terme en daily, hein, dans un mois, 2 mois, on pourrait s'attendre effectivement, peut-être même moins que ça, hein, une semaine, 2 semaines, à un retour sur ce niveau des 19 000. Par contre, sur le long terme, et c'est là où c'est un petit peu plus inquiétant, mais ça ne veut pas forcément dire que ça va se produire, mais c'est quand même plus inquiétant, on a ce niveau ici, alors je vais essayer de vous le mettre sur la clôture, hein, je le trouve très intéressant ce niveau, il se situe approximativement ici, voilà. Donc là, je suis sur les 11 700 $, je vais me mettre en ligne. Vous voyez, on a cette clôture-là, quasiment, on n'est pas dessus mais presque, ces deux clôtures-ci, vous voyez, et cette clôture-là juste avant le bull run. Donc c'est un niveau de clôture où on peut se dire que le Bitcoin pourrait finalement rebondir. En tout cas, c'est un niveau de support pertinent ici, les 11 800. Et on a vu tout à l'heure, en début d'émission, que si on me rend un Fibo qui récupère toute cette hausse, alors je ne vais pas le refaire, hein, on avait les 85,4 de Fibo qui se situent aux 12 000 et quelques. Donc voilà, entre les 12 000 et les 11 000, c'est pertinent. Et c'est vraiment le prochain niveau finalement de support hein, ici. Parce qu'il n'y a rien entre les 20 000 et les 12 000. En tout cas, en observant le graphique, on observe qu'il n'y a aucun niveau sur lequel le Bitcoin n'a travaillé hein, entre les 20 000 et les 11 800, 12 000 $. Donc c'est une affaire à suivre. Voilà, donc ça c'est pour le Bitcoin. On va aller voir maintenant l'altcoin dominance. C'est parti. Alors là, tac, oui voilà, je suis dessus. Je vais me remettre en bougie. Donc on a des altcoins qui vraiment surperforment par rapport au Bitcoin ces derniers temps. On avait identifié ensemble un canal qui a été cassé par le bas ici en mai 2022, hein, c'était vraiment le début du bear market que l'on connaît, et puis on a rejoint finalement cette zone-ci, cette zone qui est une zone de support hein, sur laquelle l'altcoin dominance a été stoppée à plusieurs reprises. Et vous voyez que ça a encore été le cas, on l'avait positionné, on avait dit voilà, peut-être que là en tout cas on est sur un bon niveau pour rebondir. On est peut-être sur un bon niveau pour rebondir. Et si on le cassait par le bas, il fallait envisager un retour extrêmement violent vers le bas des altcoins avec un Ether hein, clairement qui aurait pu revenir vers les 400 ou même 300 $ si jamais on avait décidé hein, ici de casser cette zone de support par le bas. Malgré tout, ça n'a pas été le cas et tant mieux j'ai envie de vous dire puisque aujourd'hui on a un Ether qui est remonté sur les 1500 $, qui a pris 50% en très peu de temps et donc des altcoins qui ont performé de façon générale. Il n'y a pas que l'Ether qui a performé, de nombreux altcoins, voire quasi la totalité, ont eu de belles performances haussières ces dernières semaines. Donc on est revenu réintégrer ce canal. Moi j'avais imaginé d'ailleurs à juste titre, hein, je pense, que là nous pourrions, voilà, on avait un niveau sur lequel on pouvait rebondir à la baisse. Pourquoi pas dessiner une continuation baissière et un M puisqu'on revenait chercher cette ligne de résistance, de cette diagonale que j'avais tracée ici. Ça n'a pas été le cas, on l'a percé par le haut. Donc à ce moment-là, je me suis dit nickel, on le casse, on peut venir la retester peut-être pour performer, ce qui a été du coup le cas. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on voit, à quoi on peut s'attendre ? Eh bien, voilà, plusieurs scénarios. Le premier serait de dire que les altcoins finalement continuent de performer pour aller chercher le haut de ce canal et donc établir un ATH par rapport au Bitcoin, ce qui serait assez incroyable et assez bullish. Mais au vu des cycles que l'on connaît sur le Bitcoin et les cryptos de façon générale, ça semble tout de même assez peu probable, on va dire, puisque ça ramènerait les altcoins sur un niveau quand même assez élevé. Qu'est-ce qu'on peut imaginer d'autre ? Eh ben, on prend un Fibo qui récupère simplement toute cette baisse, hein, cette dernière baisse que l'on a connue entre le mois de janvier 2022 et le mois de juin 2022, et on identifie quoi ? Une zone de rechargement de short qui se situe ici, entre les 78,6 et les 61,8. On voit qu'on est en train d'intégrer les 61,8 là, on pourrait pourquoi pas venir s'établir ici, pour ensuite chuter. Donc attention à cette zone dans laquelle nous entrons au niveau de l'altcoin dominance, qui peut réellement faire office
office de résistance et on pourrait voir pourquoi pas des altcoins descendre. Derrière, on a les 85,4 un peu plus haut, donc c'est également un objectif, clairement. Et ensuite, on a les 100% ici, vous voyez. Donc on a plusieurs objectifs. Et finalement, cette ligne haute correspond au 123,6, l'objectif des 123,6. Donc attention, moi personnellement, pour être honnête et transparent avec vous, ce que j'ai fait, c'est que, d'ailleurs, je l'avais identifié sur la chaîne, je l'avais probablement déjà évoqué, c'est qu'ici, j'ai vendu clairement une partie de mes altcoins pour du Bitcoin. Pourquoi ? Parce que les altcoins ont énormément performé en l'espace de 2 semaines et on est revenu sur une ligne de résistance très importante. Je m'étais dit que voilà, c'est nickel, je vais essayer de faire des reventes en plusieurs paliers, c'est-à-dire que là, j'ai revendu une partie de mes altcoins pour du Bitcoin. Là, maintenant, c'est clairement un niveau sur lequel je peux continuer à le faire puisque nous sommes dans la zone de rechargement de short. Derrière, si on vient chercher ce niveau-là, je continuerai encore également à le faire, c'est-à-dire que là, j'ai revendu peut-être 10-15% de mes altcoins pour du Bitcoin. Ici, je pourrais revendre pareil 10-15% de mes altcoins pour du Bitcoin, faire la même chose encore ici. Je lisse mes reventes d'altcoins pour essayer de me sécuriser pour cette phase de bear market qui probablement ne fait que commencer, puisqu'on sait, ça ne dure pas 2 semaines un bear market. Si on regarde, le prix du Bitcoin par exemple ici en 2018, désolé pour toutes ces lignes que j'ai tracées tout à l'heure, je vais essayer d'en supprimer un petit peu, on voit que voilà, on arrive ici sur ce point bas, le bear market n'est pas fini, on vient chercher les 14 000 pour revenir aux 3800, ça a duré quand même 1 an et demi l'histoire, et c'était pareil les fois précédentes. Là on entame simplement quelque chose de baissier, et ça pourrait durer une certaine période de temps. C'est-à-dire qu'on pourrait revenir aux 37-40 000, redescendre aux 17 000, peut-être même aller chercher les 15 000, voire les 11 000 pour faire peur à tout le monde et derrière avoir un marché bullish qui s'enclenche. Mais ça risque de durer un moment. Donc raison pour laquelle, essayer de se sécuriser en Bitcoin, ça peut être intéressant pour se désexposer des altcoins qui sont beaucoup plus volatiles, comme je le disais tout à l'heure, et voir une altcoin dominance qui monte en ce moment, peut-être une opportunité réellement pour se sécuriser. Voilà, c'est mon point de vue en tout cas. La meilleure façon de se sécuriser, c'est bien sûr de passer par du stablecoin ou du fiat, on le sait, mais revendre la totalité de ces cryptos aujourd'hui pour du fiat, est-ce que c'est pertinent ? Si vous pensez que ça l'est, ou si vous avez besoin de cet argent pour faire quelque chose avec de très intéressant, oui, peut-être que c'est pertinent. Mais après une baisse de 70% sur le prix du Bitcoin, je préférerais probablement attendre avec une partie de mon portefeuille en tout cas, pour espérer, pourquoi pas, ou attendre un prochain cycle s'il devait avoir lieu peut-être dans 1 an ou 2 ans. On le sait, le meilleur moment pour vendre pour du fiat, c'était ici. Mais quand on était ici, on ne le savait pas encore. C'est simplement après, lorsqu'on voit le graphique se dessiner, qu'on le sait. Donc comme pour les reventes par palier, on essaye, on le sait, d'acheter, comme les achats par palier, on essaye, on le sait, de revendre également par palier. Vendre 15% ici, 20, 30% ici, etc. Donc quand ça chute, on a déjà récupéré un peu de fiat et on le conserve. Une fois que ça a trop chuté, là c'est plus forcément très intéressant de revendre ces cryptos pour du fiat et donc ce que l'on a conservé, on peut le sécuriser en achetant du Bitcoin. Voilà, c'est à peu près ça que j'ai fait sur mon portefeuille et c'est ce que je voulais partager avec vous ici. Après, je ne vous donne pas les chiffres, je ne vous donne pas non plus les pourcentages exacts de revente, déjà parce que je ne m'en rappelle pas forcément, il faudrait que je retrouve mes tableaux, et puis parce que ça n'a aucune importance, chacun va établir sa stratégie, doit définir lui-même ses niveaux de revente, ses pourcentages d'achat, de revente, etc., puisque c'est propre à chacun, et on ne va pas réagir de la même façon en fait, déjà parce que chaque être humain est différent et ne pense pas de la même façon, et on n'a pas le même goût, et appréhende pas pareil de la même façon le risque qu'il prend. Personne ne va investir la même somme, c'est-à-dire que moi peut-être je vais investir que 10% de l'épargne totale que j'avais, peut-être que vous allez vouloir investir 40 ou 50%, etc. Je donne des chiffres au pif, c'est pour vous montrer et pour vous expliquer que vraiment chacun réagit de façon différente et donc il n'y a pas de mauvaise stratégie. Si vous prenez le temps d'établir une stratégie, elle sera forcément bonne pour votre cas. Ce que je veux dire par là, c'est que ce qui est mauvais dans l'histoire, c'est d'essayer d'aller acheter du Bitcoin parce que quelqu'un vous en a parlé et que vous ne connaissez pas du tout la blockchain, que vous allez investir l'intégralité de votre épargne, qu'ensuite le Bitcoin divise son prix par 2 en quelques semaines et que vous ne savez plus quoi faire, vous êtes en panique, vous avez l'impression de vous être fait avoir, on vous avait vendu du rêve et finalement vous perdez quasiment tout votre argent. Et effectivement, c'est la pire façon de réagir, il faut vraiment réfléchir quand on investit, il faut se poser des questions. Et je dirais même qu'en fait, il faut utiliser les protocoles pour voir comment ça marche, à quoi ça sert, qu'est-ce que ça peut apporter au monde, tout ça. Vous allez mettre ça en rôle. Il y a plein de protocoles où les transactions coûtent des micro-centimes en fait, et vous allez pouvoir utiliser par exemple Polygon, vous allez pouvoir aller dans la finance décentralisée, vous allez pouvoir faire du stacking, vous allez pouvoir farmer, vous allez pouvoir faire plein de choses, voir comment ça fonctionne, essayer de comprendre comment fonctionne un NFT, quelles sont les solutions que ça peut apporter dans la vie de tous les jours, tout ça. Et quand vous aurez effectivement une base par rapport à tout ça, vous pourrez probablement commencer à mettre plus d'argent.
Mais voilà, commencer avec 100 euros et faire plein de choses sur la blockchain, c'est possible aujourd'hui, hein, il faut le savoir. Dans la finance décentralisée, c'est possible. Si vous créez simplement un compte Binance, vous achetez du Bitcoin et puis pour vous c'est tout, bah là vous n'allez pas forcément vraiment entrer dans le vif du sujet, vous n'allez pas forcément comprendre la technologie en elle-même. Il faut vraiment pratiquer et aller sur ces réseaux décentralisés et essayer de faire des choses. Aujourd'hui, c'est très accessible et très simple à faire avec quelques recherches sur Internet, bien entendu. Bref, je vais continuer maintenant avec l'Ether. On va regarder l'Ether par rapport au dollar ici. Et on voit quelque chose d'assez intéressant, c'est que si on prend le bottom, alors le bottom ici au 800, alors on va essayer de zoomer pour faire ça de façon un petit peu plus précise, voilà. On prend le bottom ici aux alentours des 883 $ et le sommet ici qui a été touché récemment, hein, je parle sur du court terme ici, aux alentours donc, excusez-moi, des 1650 $. On a une performance d'à peu près 90% sur l'Ether. Voilà. Donc si je dézoome, regardez maintenant sur le graphique, on reste en weekly, je ne suis pas en logarithmique, je suis en graphique algorithmique. On observe que là, l'Ether a pris 90% en 3 semaines. Vous voyez sur le graphique, ça représente ça. Lorsqu'on était ici sur les 4500, 4800 $, pour que l'Ether prenne donc 90%, donc c'est-à-dire cette partie-là du graphique, hein, 90%, il aurait fallu, je dézoome, attention, je vais reprendre ça, il aurait fallu que l'Ether vienne chercher, regardez 90%, voilà, les 8800 $. Donc clairement, quand on investit dans quelque chose qui a un prix très élevé, qui est sur un ATH, qui est sur un sommet, et qu'on souhaite effectivement, qu'on spécule sur le fait qu'il va doubler par rapport au prix sur lequel il est, c'est quand même très risqué déjà parce qu'on est sur un sommet, et qu'en plus vous voyez sur ce graphique, ça ferait une bougie verte énorme, et il y a quand même très peu de chances que ça se produise en 3 semaines, et que ça va prendre probablement beaucoup plus de temps, on le voit sur le graphique. Alors que quand on est sur un point bas, que le marché a énormément chuté, que c'est les soldes entre guillemets et qu'on a perdu 95, bon là c'est pas 95 mais 80%, peut-être voilà 83% de la valeur par rapport au sommet, effectivement là si on commence, on sait pas où sera le bottom, hein. Donc on peut acheter par ici, on peut acheter par là pendant la chute, etc. On fait du DCA, on achète, plus l'Ether chute, plus on achète. On peut même commencer, pourquoi pas, à acheter ici, hein. Regardez si je reprends tout simplement, on va reprendre comme ça toute la hausse, voilà, je commence pourquoi pas à acheter ici au 23,6, au 3700. Je pourrais acheter également ici à 3100 $, ici à 1900 $, ici à 1100, etc. Vous avez les 85,4 à 812. Donc peut-être que vous n'auriez pas acheté le bottom, mais peut-être que vous auriez acheté les 1135 $. Votre portefeuille serait en négatif si vous avez fait ça, clairement. Mais ce que je veux dire, c'est que plus vous lissez votre prix d'achat sur un prix d'achat bas, et plus les pourcentages de hausse seront très faciles à obtenir, puisque regardez ici, en l'espace de 3 semaines, on a déjà pris quasiment 100% sur l'Ether. Voilà. Mais ça représente quelque chose de très minime sur le graphique, et croyez-moi, peu de personnes ont acheté de l'Ether à 800 et quelques dollars. D'ailleurs, moi-même, je n'en ai pas acheté, hein. Je tiens à le préciser, mais c'est simplement pour vous dire que voilà, quand on a des prix qui semblent intéressants, qu'on a un crypto fear and greed très faible, et qu'on est revenu dans des localisations très intéressantes, faire du DCA, c'est intéressant. Et j'ai personnellement commencé à refaire, hein, parce que je l'ai déjà fait pendant cette phase ici en 2018, du DCA, lorsque nous sommes venus chercher des niveaux inférieurs à cette ligne-là. Voilà, quand le marché s'est installé ici, j'ai commencé mon DCA en me disant que voilà, on entrait réellement dans une phase de bear market, et qu'aujourd'hui, c'est intéressant de le faire. Je le fais pas spécialement sur l'Ether, j'ai mes cryptos sur lesquels j'aime bien le faire, hein, que je pourrais vous partager, c'est des blue chips, hein, c'est des grosses cryptos. Je le fais par exemple sur Cardano, je le fais sur Solana, sur Avalanche, sur Atom, voilà, pour vous en donner quelques-unes, mais ce sont des cryptos quand même qui sont fortement capitalisés. Je vais pas m'amuser pendant une phase de bear market à aller chercher des cryptos qui sont 1500e parce que voilà, il y a beaucoup plus de risques de retrouver son investissement disparaître, bien entendu. Mais en investissement sur des blue chips, c'est-à-dire des cryptos fortement capitalisés, qui sont réellement installés, qui ont un protocole qui est très utilisé, vous pouvez aller sur le site Defilama pour essayer de voir à quel point les protocoles de la DeFi sont utilisés, notamment ici si je marque par exemple la Binance Smart Chain, on va prendre le deuxième plus gros réseau, hein, après le réseau d'Ether, et bien on va regarder un peu. Voilà, il y a eu ici sur ce pic qui était au mois de mai 2021, 31 milliards de dollars bloqués, hein, sur la Binance Smart Chain, donc au niveau de la finance décentralisée. Aujourd'hui on est revenu sur les 6 milliards 48. D'ailleurs je ne pense même pas que ce soit le deuxième plus gros utilisé, c'est possible que l'on en ait d'autres, hein. Je sais plus où est-ce qu'on peut voir ce classement, probablement sur CoinGecko. Enfin bref, je vous laisserai chercher si ça vous intéresse, mais vous avez compris le principe. Je pense que c'est toujours mieux d'investir, en tout cas pendant des phases de bear market comme ce que l'on vit actuellement, sur des blue chips, des cryptos à forte capitalisation. Voilà, donc ça c'était pour l'Ether. On va pas reparler des objectifs, je pense qu'aujourd'hui on a déjà parlé de pas mal de choses et je vais pas avoir le temps d'analyser
énormément d'altcoins. On fera courant de cette semaine une émission consacrée véritablement aux altcoins. Allez, je vais quand même en passer une. On va regarder par exemple Matic, qui est un layer 2 du protocole du réseau d'Ether, avec un token qui est passé quand même des 3 centimes aux alentours des 2,88$ pendant ce bull run. Donc une performance très importante, d'approximativement x100. Aujourd'hui, on est revenu chercher les 31 centimes et de la même façon que l'Ether, on a un token qui a pris pas mal ici, puisqu'on a pris 200%, 2 fois plus en fait que l'Ether même, sur ces dernières semaines, sur ces 5 dernières semaines. On retrace légèrement désormais, on l'a vu sur l'altcoin dominance, on vient de réintégrer la zone de rechargement, on est sur les 61,8, donc c'est pas étonnant de voir des altcoins qui retracent sur les niveaux actuels par rapport au Bitcoin, et donc par rapport au dollar. Ça c'est assez logique, ça va généralement dans le même sens. Et puis aujourd'hui on voit qu'on a un joli V-bottom, donc on peut s'attendre ici de façon très propre, en tout cas en weekly, à un Matic qui revienne tester ici cette zone de prix, ici entre les 57 et les 45 centimes. Donc si moi j'étais quelqu'un qui souhaitait investir dans Matic, je prioriserais cette zone de prix, voilà, entre les 57 et les 45 centimes. Malgré tout, il faut rester conscient qu'on est probablement dans une phase baissière qui peut durer, et donc clairement, qu'est-ce qu'on peut s'attendre au niveau des points de résistance sur Matic? Eh bien, si jamais on a une poussée, on observe directement qu'on a cette ligne ici de résistance qui se situe aux alentours des 1,31$. Donc ça représente 38,2% finalement de cette baisse. Et ensuite, on a cette zone de rechargement de short entre les 1,92$ et les 2,36$. Ça peut paraître extrêmement haut, c'est vrai, par rapport au prix actuel, mais regardez, si je reprends donc les 82, donc les 80 centimes actuels, si je récupère simplement cette hausse, je suis à 159%. Donc finalement, c'est ça qui est marrant en fait à observer sur ce graphique. Si on a un Matic, regardez, qui revient, qui passe du niveau actuel jusque là, finalement, on a un pourcentage de hausse moins important que lorsqu'il est passé de ce niveau-là à ici, vous voyez, alors que sur le graphique, c'est pas du tout représenté de cette façon. Parce que là, on a une échelle algorithmique. Mais si on se met en logarithmique, en revanche, là, cette fois-ci, la représentation est beaucoup plus logique sur le graphique. Mais c'est pas pareil, on n'a pas la même lecture du graphique. C'est pour ça qu'on préfère, finalement, quand on regarde quelque chose en weekly, on préfère le mode algorithmique. Mais c'est simplement pour vous expliquer qu'en fait, c'est pas finalement une hausse très très extrême de voir un Matic qui revienne finalement au 1,90$. Puisque ça nous établirait une hausse même moins importante que celle que l'on vient de vivre ces 3-4 dernières semaines. Vous voyez, cette fois-ci, si je mets une ligne comme ça qui reprend cette hausse, voilà, comme ça, que je la duplique, je fais copier-coller, je la reporte ici, voilà, comme si voilà, par rapport au prix actuel, on établissait une performance similaire à celle que l'on vient de vivre, et bien vous voyez, ça nous amènerait sur un prix des 2,41$, donc vraiment encore au-dessus de la zone de rechargement. Donc on voit qu'effectivement, l'échelle en algorithmique n'est pas la bonne, et simplement pour, voilà, ce petit exercice, simplement pour vous dire que de voir finalement un Matic qui reviendrait sur les 1,90$ dans les prochaines semaines ou mois, c'est pas quelque chose d'inenvisageable. Voilà, c'est pas parce que ça paraît extrêmement haut qu'en fait ça l'est. C'est pas si haut que ça par rapport au prix actuel, finalement. Et après une chute telle que l'on a vécue, ça serait pas étonnant de voir quelque chose qui revienne dans une zone de rechargement de short intéressante, avant de poursuivre, pourquoi pas, une continuation baissière et aller chercher un nouveau bottom. On l'a vu sur les différents cycles du Bitcoin, pendant les phases baissières, on avait quand même des performances de 300-400% sur le Bitcoin, avant des continuations baissières, pourquoi pas, ou des formations de W très long terme par la suite, etc. etc. Donc c'est une affaire à suivre et on va se voir de toute façon pour les prochaines émissions sur d'autres altcoins, sur notre portefeuille fictif qu'on alimente ensemble, avec nos paliers d'achat, avec notre stratégie qu'on a créée ensemble il y a déjà quelques temps. Donc pensez à l'abonnement, au like si le contenu de la chaîne vous plaît, si vous ne voulez pas manquer les émissions suivantes bien sûr. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine. À très bientôt, salut tout le monde.